Bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale chimpanzé. Alors je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors quelques mots sur notre conférencière. Je pense que vous n'allez pas regretter d'être venue. Elle est vétérinaire de formation et quand on discute avec elle, en fait, elle rêvait de faire des voyages, elle rêvait de faire plein de choses. Et ça a donné quoi? Ça a donné qu'elle habite Paris et qu'elle travaille en Ouganda sur les chimpanzés, un doc et un post-doc plus tard. Je vais la laisser vous raconter ce parcours. C'est presque une aventure. Qu'est-ce qui l'a amené à travailler sur les chimpanzés et pourquoi l'Ouganda? Donc, Sabrina Krief, elle est actuellement professeure au Muséum d'histoire naturelle de Paris dans l'équipe d'éco-anthropologie et d'ethnologie. Et j'en profite pour remercier, j'en dis pas plus parce qu'elle va vous raconter elle-même son parcours, j'en profite pour remercier le Consulat général de France à Québec qui nous a permis de faire venir Madame Krief avec nous et de vous la présenter ce soir. Bonne soirée et restez avec nous à la fin pour une période de questions. Merci beaucoup Sophie et merci au Cœur des Sciences de me permettre d'être parmi vous. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Et donc oui, effectivement, ce soir on va partir en forêt tropicale, on va changer un peu d'ambiance. Moi je suis contente aussi de m'éclipser un peu de l'ambiance française, vous imaginez pourquoi. Donc je suis très contente d'être avec vous ce soir et de vous emmener au cœur de la forêt tropicale, sur la piste des chimpanzés, mais pas n'importe quel chimpanzé, des chimpanzés que j'ai découvert être un peu pharmacien. En tant que vétérinaire, en fait, je me suis très rapidement intéressée à leur santé et à l'usage qu'ils faisaient des plantes pour éventuellement soigner. Mais ça, je vais vous raconter un peu mon parcours, comme le disait Sophie, au travers en fait, de l'histoire d'une rencontre avec les chimpanzés. Donc les chimpanzés, je vais vous les décrire brièvement, d'abord tels qu'ils sont connus par certains d'entre vous peut-être déjà, et puis ensuite on rentrera un peu plus dans leur intimité et on partira vraiment vivre avec eux quelques-unes des découvertes que j'ai faites. Alors les chimpanzés sont des primates, il existe aujourd'hui sur la planète environ 500 espèces et ce sont une des 6 espèces de grands singes. Les grands singes se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas de queue, donc évidemment qu'ils sont de grande taille et qu'ils ont des capacités cognitives, donc une intelligence tout à fait particulière. Et bien sûr, ce sont nos plus proches parents. Sur cette image, vous voyez en fait en bas 6 espèces. Alors si ma petite flèche veut bien marcher. Non, elle ne veut pas marcher. Si, voilà. Donc 2 espèces de gorilles. Le gorille de l'Ouest et le gorille de l'Est, 2 espèces de chimpanzés, le chimpanzé commun, et vous allez voir, il n'est pas banal, et le bonobo, et 2 espèces d'orang-outans, l'orang-outan de Sumatra et l'orang-outan de Bornéo. Nous allons bien sûr parler du chimpanzé, donc, que vous voyez représenté ici, et qui vit aujourd'hui encore dans 21 pays d'Afrique. Donc les chimpanzés sont des grands singes africains, tout comme les gorilles, alors que les orang-outans vivent en Asie du Sud-Est. Donc il n'y a pas de grands singes en Amérique. Voilà, désolée. Donc c'est pas ce qui a motivé mon déplacement. C'est bien pour venir vous voir que je suis réveillée tous les matins à 4 heures avec le décalage horaire. Et donc c'est pas pour suivre les chimpanzés. Et ces chimpanzés, en fait, vivent dans 21 pays d'Afrique que vous voyez représentés par les zones oranges. Donc de l'Afrique de l'Ouest jusque en Afrique de l'Est et en particulier en Ouganda où on va partir dans quelques instants. Et sur cette carte, vous voyez aussi que l'autre espèce de chimpanzé, le bonobo, est représenté ici par la tache rouge et donc ne cohabite pas ni avec les gorilles de l'Ouest, ni avec les gorilles de l'Est, ni avec les chimpanzés. On dit qu'ils sont endémiques de la République démocratique du Congo, donc on ne les trouve qu'en République démocratique du Congo, au sud du fleuve, et donc ils ne partagent pas leur habitat avec les autres grands singes. En termes de chiffres, les chiffres aujourd'hui sont alarmants pour l'ensemble des populations de grands singes et on estime qu'il resterait environ 300 000 chimpanzés seulement sur la planète. Seulement 20 000 individus de l'espèce bonobo. En termes de nombre d'individus, les chiffres sont encore plus alarmants pour les gorilles de l'Est, environ 5 000 individus et 150 000 gorilles de l'Ouest seulement.
Côté Asie du Sud-Est, la situation n'est guère plus favorable. Vous avez tous entendu parler de la déforestation qui va à toute allure à Bornéo et à Sumatra, en particulier pour la plantation de palmiers à huile. Et les orang-outans souffrent beaucoup de cette situation. Ce qui fait que l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui catégorise et qui émet les alarmes concernant les espèces les plus menacées, a établi que nos 6 espèces de grands singes étaient en danger, voire en danger critique d'extinction, ce qui est le cas donc, pour les 2 espèces de gorilles et pour les 2 espèces d'orang-outans. Aujourd'hui, on sait qu'en 50 ans, environ 70% de toutes les populations de grands singes ont disparu. 50 ans, c'est très rapide. Et là, l'UICN a vraiment sonné l'alarme en disant que d'ici 30 ans, on pourrait ne plus avoir de grands singes en milieu naturel si la situation reste la même qu'aujourd'hui en termes de déforestation et en termes de braconnage, qui sont les principales menaces qui pèsent sur les grands singes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Que ce sont nos plus proches parents, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous sommes les plus proches parents des chimpanzés. Nous sommes plus proches des chimpanzés que les chimpanzés ne le sont des gorilles au niveau génétique. Donc ça fait quelque chose. Hein. D'autres faits que juste la génétique nous prouve notre parenté et nous étonne, c'est le fait qu'ils ont des cultures. Ce que Jane Goodall, la première, a mis en évidence dans notre monde occidental, ce que certains Africains vous diraient, c'est évident, les chimpanzés utilisent des outils, c'est évident, les chimpanzés se soignent. Mais nous, ça fait que 50 ans qu'on étudie les grands singes et qu'on a découvert donc que par exemple pour aller chercher du miel dans cette branche qui a été donc creusée par une abeille charpentière, cette jeune femelle Kilimi va utiliser une branche et récupérer comme à l'aide d'une cuillère le miel qui est au fond de cette branche, la taillant à la bonne dimension et évidemment prenant une branche qui est de diamètre qui est correct pour aller récupérer ce miel. Les cultures ne se traduisent pas que par des utilisations matérielles et que pour aller s'alimenter. On les voit aussi dans des gestes qui sont donc des gestes étonnants, tels que par exemple ce qu'on appelle le hand clasp, la poignée de main au-dessus de la tête, qui n'est pratiquée que par certains groupes de chimpanzés. Donc c'est un geste qui n'est pas universel, qui ne dépend donc ni de la génétique ni de l'environnement et qui se transmet de génération en génération. C'est ce qui est défini comme un geste culturel. Et là, pour nos chimpanzés, ça permet de s'épouiller, c'est-à-dire de chercher s'il y a des parasites sous les selles de l'autre, mutuellement, sans trop se fatiguer, en tenant la main au-dessus de la tête. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que, évidemment, le bras d'un chimpanzé, c'est très lourd. Et vous voyez ici une main de gorille. La main de gorille, elle est comme celle de chimpanzé. Elle présente 5 doigts et une capacité donc, de préhension très fine. Et les chimpanzés utilisent cette main, comme les gorilles, pour un épouillage très fin. Et grâce au pouce et à l'index, ils sont capables d'aller prendre des toutes petites tiques ou des toutes petites particules de peau dans la fourrure du congénère. Ça, c'est un geste qui permet, je vous le disais, d'enlever les parasites, mais juste aussi d'apaiser les tensions. Comme on se fait des câlins ou comme on se fait des caresses, pour eux, ça permet de détendre l'atmosphère et d'apaiser une situation qui parfois peut être une situation de conflit. Donc ça, évidemment, c'est un moulage de main de gorille qui vous permet aussi de prendre la dimension de ces grands singes. Un gorille mâle pouvant faire jusqu'à 200 kg. Un chimpanzé adulte, lui, mâle, ne fait que 60 kg à peu près. D'autres comportements d'épouillage sont tout à fait étonnants. Vous voyez ici Imoso, le mâle dominant de la communauté dans laquelle j'ai travaillé, qui épouille une feuille. Il n'est pas fou. En fait, c'est un signal qu'il émet à l'intention de son congénère pour lui signaler qu'il a envie d'être épouillé. Et donc, il n'est pas balourd, il ne va pas se présenter comme ça, il va juste épouiller gentiment la feuille. Et ça va amener les congénères à venir lui prêter attention.
Un autre comportement tout à fait étonnant et qui là aussi est culturel, donc qui n'est pas pratiqué par tous les chimpanzés, mais qu'on observe en Ouganda dans le parc de Kibale, c'est la danse de la pluie. La danse de la pluie, c'est un ballet tout à fait fabuleux. Quand la pluie s'abat, quand il y a un gros orage, les mâles adultes vont se dresser en bipédie, donc se mettre sur leurs 2 jambes arrière et vont faire une sorte de ballet très lent, un peu comme s'ils allaient charger, sauf que ça va être vraiment lent et que ça ne va pas être envers un congénère, ça ne va pas être une attaque, mais ça va être une déambulation entre les arbres. Ils se hérissent, les chimpanzés ont la capacité de piloérection, et donc à ce moment-là, ils doublent de volume, et on observe comme ça une déambulation tout à fait majestueuse et étonnante, dont on n'arrive pas encore à interpréter la signification, mais qui est juste fabuleuse. On parle de culture parce qu'il y a transmission de génération en génération. Et ce qui est très fort chez les chimpanzés aussi, c'est le lien entre une mère et son jeune, puisqu'elle va le garder avec elle, proche d'elle, pendant au moins 4 ans, jusqu'au moment où le jeune sera sevré. Et ensuite, il s'éloignera un peu, mais il restera toujours avec sa mère. C'est-à-dire qu'il ne dormira plus dans le nid avec elle. Les chimpanzés construisent des nids tous les soirs pour se coucher, et des nids différents. Et donc, les seuls individus à dormir ensemble, ce sont les mères et les jeunes. Sinon, un individu, un nid. C'est le moyen qu'on utilise pour faire les recensements et pour avoir les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va tracer un chemin dans la forêt, et on va compter de part et d'autre combien de nids on trouve. Et avec une formule mathématique, on va déduire le nombre d'individus chimpanzés, orang-outans ou gorilles, puisque les grands singes ont cette particularité, tous, de construire des nids. Et ça va nous permettre d'avoir une idée du nombre d'individus qu'on trouve dans une zone. Donc les grands singes vivent tous en forêt tropicale, et c'est bien pour ça qu'ils sont particulièrement menacés, et c'est aussi pour ça qu'ils sont particulièrement intéressants à étudier, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les relations particulières qu'il y a entre cet habitat, qui n'est pas banal, la forêt tropicale, et l'endroit où on trouve la plus forte biodiversité. Elle abrite environ la moitié des vertébrés connus sur la planète, une quantité aussi impressionnante de végétaux, 100% des grands singes donc, et en plus elles font vivre 80% des personnes les plus pauvres de la planète, en fournissant de la nourriture, des plantes médicinales, le bois de chauffe, l'énergie, le bois de construction. Elles sont des ressources indispensables pour les populations locales, mais plus généralement pour l'ensemble de la planète, puisqu'elles contribuent à la régulation du climat et aussi donc, au maintien de l'humidité et de la fertilité des sols. Donc cette forêt, elle est le lieu de vie des chimpanzés, et elle est une ressource de biodiversité qu'il est très important de protéger au plus vite de la disparition qui la menace. Malgré tout, même si ces chimpanzés ont été étudiés, je vous ai tracé quelques traits de leur comportement, ça ne fait qu'une 50aine d'années que Jane Goodall les a décrits et que différentes équipes de recherche s'intéressent aujourd'hui à leur comportement. Donc ils sont encore mal connus, et ce sont eux qui sont au cœur de nos recherches et dont je vais vous parler un peu plus précisément aujourd'hui, en faisant aussi mention de mon mari Jean-Michel, avec qui je partage l'aventure depuis qu'on a 18 ans. Donc je l'ai rencontré à l'école, et ensemble donc, on a grandi dans la passion de ces chimpanzés, lui en tant que photographe et moi en tant que chercheur, donc chacun avec ses instruments, qui rappellent ceux des premiers observateurs, puisque vous voyez au milieu Jane Goodall avec son appareil photo, et puis des Américains et des Japonais qui, les premiers, ont mené ces travaux pionniers. Par contre, ce qui choque, c'est la différence des instruments, des appareils photo avec bien sûr des tout petits objectifs, et puis la proximité de ces personnes avec leur sujet d'étude. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, on utilise des jumelles et on n'approche pas à plus de 8 à 10 mètres des chimpanzés pour éviter le risque de contamination, de transmission de maladies, puisqu'ils sont si proches de nous, ils sont aussi sujets aux mêmes maladies. Et donc ma question aujourd'hui, c'est de savoir
Si ces chimpanzés ont des capacités, cette intelligence particulière, cette mémoire, s'ils sont capables de transmettre des comportements et qu'ils vivent dans un habitat si riche, est-ce qu'ils font un usage particulier des plantes, peut-être pour se soigner, et peut-être que, comme d'autres animaux, ils sont capables d'automédication, mais peut-être qu'ils ont une pharmacie, une pharmacopée plus riche que les autres espèces animales. Et c'est ça qui m'a occupée pendant ces 20 dernières années et qui risque de m'occuper encore pendant quelques années. Alors ça se base sur le fait que les plantes ont des métabolites primaires qui leur permettent de répondre à leurs besoins, à leurs fonctions primaires, qui sont la reproduction, la croissance, etc. Et elles ont aussi des métabolites secondaires dans certaines parties de leur écorce, de leurs feuilles, de leurs tiges, qui leur permettent d'entrer en relation avec les autres individus, les autres êtres vivants, et en particulier des molécules que vous connaissez, qui sont les tanins, peut-être encore mieux connus des Français par le vin, mais aussi les alcaloïdes, qui sont des substances amères et qui ont pour fonction soit d'attirer les animaux, par exemple pour la pollinisation, ou bien au contraire de les repousser et d'éviter qu'ils soient consommés. Alors ça paraît un peu finaliste dit comme ça, mais c'est une sorte de fonction de défense. Et ces molécules peuvent être détournées. Alors que les métabolites primaires servent à l'alimentation, ces molécules, ces métabolites secondaires, peuvent servir à la médecine. Les humains l'ont découvert. Est-ce que les animaux en sont aussi capables? Alors, on va partir d'abord au Congo, dans une zone où j'ai pour la première fois croisé le regard d'un chimpanzé. Ces chimpanzés étaient orphelins. C'était 6 jeunes individus dont les mères avaient été victimes du braconnage. Dans la plupart des pays d'Afrique, les chimpanzés sont mangés pour leur viande, tout comme les gorilles. Et les braconniers, généralement, tuent la mère, récupèrent les bébés, les vendent sur les marchés. Et soit des expats, soit des gens assez riches peuvent les acheter, pensant qu'un chimpanzé peut faire un bon animal de compagnie. Mais autant un petit chimpanzé qui a 2 ans, on peut le garder à la maison, mais quand il commence à grandir, il a une certaine vitalité et ça devient complètement impossible, très turbulent et impossible à garder à la maison. Donc la plupart des chimpanzés, quand ils atteignent 4-5 ans, sont soit donnés à des sanctuaires, soit rendus à des locaux qui du coup les transforment en steak. Et donc ces 6 chimpanzés-là avaient été donnés à une association qui s'appelle Help Congo, et Aliette Jamar, à la tête de cette association, avait pour objectif de leur rendre la liberté après un passage sur une île, de voir s'ils étaient capables de survivre en forêt tropicale et donc de redevenir sauvages. Donc en tant que jeune vétérinaire, à la fin de mes études, je devais choisir entre travailler avec des chiens, des chats, des chevaux, ou remplir et avoir enfin l'occasion de suivre un rêve qui était celui de travailler en Afrique avec la faune sauvage et tout particulièrement avec les grands singes. Donc avec Jean-Michel, on est parti 6 mois sur ce projet un peu fou qui était donc de voir comment s'en sortaient des jeunes chimpanzés. Donc on est arrivé sur l'île où il y avait une première étape de réhabilitation et où vivaient une 50aine de chimpanzés, nourris par des humains avec des fruits ou avec des céréales. Donc les chimpanzés en général détestent l'eau, mais comme ils sont plus gourmands, finalement ils acceptent de venir dans l'eau pour récupérer leur ration de céréales. Et donc on était c'était le premier jour, j'avais jamais vu de chimpanzé, on était sur une barque. Et on nous avait donné comme consigne de faire bien attention, de ne pas se laisser approcher par les chimpanzés, parce que comme ils avaient eu des contacts avec les humains, ils pouvaient être parfois agressifs. Et d'un seul coup, on a vu une femelle traverser l'eau et puis monter dans la barque. Et donc voilà mon premier contact et ma première rencontre avec un chimpanzé, une chimpanzé adulte d'ailleurs, qui s'appelait Yoko. Et au lieu d'un geste agressif, elle m'a juste enlacée avec un geste
geste de bienvenue. Et je pense qu'à ce moment-là, un pacte a été scellé. Voilà, notre aventure continue. Et bien sûr, le regard des jeunes chimpanzés ne peut laisser indifférent. Il ne peut laisser indifférent en parc zoologique non plus. La plupart des gens sont touchés et soit rejettent en fait cette tête qui nous ressemble trop, soit sont vraiment attendris. Et je pense que dans cette situation-là, on comprend la détresse de ces jeunes orphelins qui ont besoin de mères de remplacement, de mères de substitution, parce que, comme je vous le disais, jusqu'à au moins 10 ans, après le sevrage, ils continuent à être proches de leur mère. Les jeunes mâles vont rester dans leur communauté de naissance, sur leur territoire, et les jeunes femelles vont changer de groupe à 15 ans. Mais il va y avoir une très longue période de contact avec la mère et d'apprentissage. Donc il faut remplir ce rôle affectif avant de pouvoir les laisser retrouver leur milieu naturel. Et oui, c'est moi avec quelques années de moins, et mon mari avec quelques cheveux en plus. Et donc nous voilà partis dans cette grande forêt dont on ne connaissait absolument rien, pas plus que les chimpanzés. Moi, en tant que jeune vétérinaire qui n'avait vu que des chiens et des chats, j'étais arrivée avec mon stéthoscope. Mais je n'ai pas eu à m'en servir finalement parce que dès le premier jour, les chimpanzés ont réussi à trouver leurs aliments tout seuls. Et pendant ces 6 mois-là, aucun n'a été malade, aucun ne s'est intoxiqué. Et au contraire, les Congolais avec qui j'étais étaient étonnés parce que parmi toutes les plantes qu'ils consommaient, certaines, selon eux, faisaient partie des plantes médicinales qu'eux-mêmes utilisaient au village. C'était par exemple des écorces que les chimpanzés mettaient du temps à arracher des arbres. Ça pouvait être des feuilles, ça pouvait être vraiment des parties de plantes particulières qui ne semblaient pas très nutritives. Et le plus intéressant, c'est qu'au tout début, les chimpanzés ont échantillonné, goûté plein de petits aliments différents en toute petite quantité. Donc ça, c'était pendant les premières semaines. Et puis au cours du temps, ils ont resserré leur alimentation pour aller vers les plus nutritifs. Et malgré tout, persistaient parmi ces plantes-là des plantes dites médicinales par les Congolais. Donc ça m'a paru vraiment passionnant, intéressant, et j'ai vraiment souhaité en découvrir plus. Et pour poursuivre ça, j'ai dû m'engager dans la recherche. Donc j'ai fait un DEA, ce qu'aujourd'hui on appelle un master, et j'ai pu analyser de façon semi-quantitative la présence de ces métabolites secondaires dans les plantes que les chimpanzés avaient consommées. Et donc sur 90 aliments que j'avais répertoriés, 21%, donc une bonne proportion, contenaient effectivement des alcaloïdes et environ un tiers contenaient des tannins. Et certains de ces aliments en quantité relativement abondante. Et on observait bien un recouvrement entre les plantes médicinales et les plantes consommées par les chimpanzés. Donc j'ai décidé de poursuivre cette recherche. Et cette recherche a un nom un peu barbare, ça s'appelle la zoopharmacognosie. C'est donc la connaissance des plantes et des poisons ou médecines qui peuvent être utilisées par les animaux. En fait, c'était les balbutiements de cette science-là. Il n'y avait pas tellement de données et ça m'a semblé vraiment quelque chose de nouveau, de se dire qu'on pouvait suivre les chimpanzés peut-être pour découvrir plus de choses sur les plantes. Et pour ce faire, je suis partie donc avec Jean-Michel en Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo, dans le parc national de Kibale, tout près d'une chaîne de montagnes qu'on appelle les monts de la Lune, le Rwenzori. Et donc dans ce parc qui couvre environ 800 km², se trouvent plusieurs communautés de chimpanzés, plusieurs groupes de chimpanzés qui ont été habitués à la présence humaine. En Ouganda, les locaux ne mangent pas de viande de chimpanzé et par conséquent, il est possible de les observer, de s'en approcher, mais au prix d'environ 10 à 15 ans de proximité, de contact avec eux. Ça veut dire que pour être accepté à 10 mètres, sans utiliser de nourriture, il faut attendre 10 à 15 ans pour qu'ils nous acceptent, qu'ils aient confiance et qu'ils ne fuient plus. Au début, c'est juste la catastrophe. Vous approchez, ils sont à 50 mètres, ils dégringolent. Vous voyez un truc noir qui descend à toute vitesse, les branches qui bougent. Et donc, au bout de 2 ans, 3 ans, certains acceptent de rester dans l'arbre alors que vous êtes à 30 mètres. Et petit à petit, la distance se rétrécit jusqu'au moment où vous allez pouvoir avoir quelques
dizaine de mètres de distance avec eux. Et donc dans ce parc, à Kanyawara, existe une station de recherche qui a été construite par les Ougandais et où travaillent différentes équipes, dont une équipe de McGill par exemple, les professeurs Chapman, et aussi une équipe américaine d'Harvard menée par Richard Wrangham. Et c'est à lui que je me suis adressée pour lui demander si je pouvais travailler sur la question de l'automédication des chimpanzés. Les chimpanzés sont-ils capables de se soigner? Et donc pendant une dizaine d'années, après avoir mis en place des accords de collaboration avec les Ougandais, j'ai exploré la question, les chimpanzés ont-ils une pharmacie? Donc, évidemment, il fallait pouvoir suivre les chimpanzés, leur comportement, mieux connaître les plantes et essayer de comprendre quelle était leur activité biologique sur les agents pathogènes, les microbes, bactéries, parasites, virus, et ensuite essayer de savoir si ces maladies touchaient bien les chimpanzés sauvages. Quelque chose de pas évident quand on sait qu'on doit garder cette fois-ci 10 mètres de distance. C'était pas comme au Congo où je pouvais faire des palpations, les toucher, etc. Là, il fallait simplement par le biais d'observation ou éventuellement par la récolte d'urine ou de sel pouvoir faire un bilan de santé. Malgré tout, ça nous semblait vraiment très intéressant et les chimistes à qui j'ai parlé du projet ont accepté de me prendre dans leur équipe parce que la forêt disparaissant à toute vitesse, il leur semblait urgent de pouvoir mieux connaître et mieux trouver plus vite des molécules actives, sachant qu'il y a encore beaucoup de maladies qui n'ont pas de traitement et qu'en plus se développent des résistances aux traitements qui existent. Environ 5 à 10% seulement des plantes de la forêt tropicale, de la forêt en général, sont connues à la fois pour leurs propriétés chimiques et biologiques. Donc il reste tout à faire encore en termes de découverte. Et donc une équipe de chimistes à Gif-sur-Yvette, donc à côté de Paris, m'a accepté, même si ça les amusait de se dire que j'allais suivre des chimpanzés pour essayer de trouver des nouvelles molécules. Et ils se sont dit, pourquoi pas, voyons voir si ça peut marcher. Donc concrètement, il faut essayer de diagnostiquer les symptômes chez les chimpanzés, de regarder ce qu'ils consomment, de voir s'ils guérissent et de tester les propriétés de cette plante-là pour voir si leur activité peut être en relation avec la maladie, les symptômes qu'on observe. Ça demande de mettre en jeu différentes disciplines et donc de travailler en équipe parce qu'évidemment, faire tout ça toute seule, c'était pas possible. Donc, observer les chimpanzés et faire appel à la primatologie, à la médecine vétérinaire, mais aussi récolter les plantes qu'ils consomment, donc faire de la botanique, mieux connaître aussi le comportement grâce à l'ethno-écologie ou l'ethno-éthologie, récupérer des échantillons. Donc là, vous voyez en fait le dispositif qu'on utilise quand on veut récupérer des urines. Donc on prend une branche qui fait ce manche-là, on enfile un sac plastique, un peu comme un filet à papillon, et puis quand le chimpanzé fait pipi depuis un arbre, on court dessous en essayant d'éviter de se prendre une douche avec le jet d'urine et on récupère quelques petites gouttes. Alors, ça ne marche pas toujours, on ne vise pas toujours bien, mais malgré tout, assez souvent, on récupère nos échantillons dans cette partie du sac plastique. Et puis ensuite, extraire les plantes, faire de la chimie et travailler avec des équipes de pharmacie pour tester les activités biologiques. Alors tout ça, ça demande de faire beaucoup de terrain. Et voilà, par exemple, des situations dans lesquelles on se trouve quand on est sur le terrain. Donc des rivières à traverser. Donc il a fallu équiper nos chemins de cordes comme ça pour pouvoir traverser. Et puis parfois, on rencontre des pitons. Le plus souvent, les rencontres ne sont pas dangereuses, mais il ne faut pas trop les déranger. Parfois, on rencontre aussi des animaux encore plus impressionnants. Donc en fait, dans le parc de Kibale, aujourd'hui, il y a pratiquement autant d'éléphants que de chimpanzés. Et malgré tout, il peut arriver qu'on tombe nez à nez avec un éléphant sans s'en douter, parce que quand la forêt est dense, on ne les voit pas forcément. Et ça, ce sont probablement les animaux les plus dangereux en forêt tropicale, même si c'est juste formidable de pouvoir les voir évoluer quand le milieu est ouvert comme ça. Et ça, c'est des images qui sont récupérées à l'aide d'un piège vidéo, d'un caméra trappe.
Et puis, évidemment, l'objectif, c'est d'être relativement proche du chimpanzé au moment où il va consommer une plante particulière, et puis récolter ensuite la plante et faire attention à la partie qui est consommée. S'il consomme les baies mûres, il faut laisser de côté toutes les baies pas mûres. Et pour faire des tests d'activité biologique, il faut récupérer environ 1 kg de plantes humides. Donc, quand ce sont des petites baies comme celle-ci, c'est un travail aussi de longue haleine. Il faut parfois récupérer les écorces, les échantillons biologiques, ça je vous en ai parlé. Il faut savoir que nous, on s'est intéressé aux propriétés chimiques des plantes, mais les premières pistes d'automédication portaient sur les propriétés mécaniques des plantes. Regardez ça. Donc une femelle chimpanzé qui vient de se réveiller et qui mange tout doucement une feuille. Et ici, un mâle, Johnny, qui est blessé au pied. Donc sa plaie est un peu infectée. Et il va utiliser des feuilles, un peu comme une compresse, pour nettoyer sa plaie. Donc 2 indices d'un usage un peu particulier des plantes. La première, en fait, elle prend tout doucement des feuilles. Et le second, il fait un usage extrême. Slom, c'est un juvénile de 6 ans. Et en fait, on a été surpris parce que la crotte contenait beaucoup de feuilles. Et en fait, les feuilles sont roulées. La feuille est très rugueuse. Donc ça, a priori, c'est une feuille d'Anelima aquinoctaliae. Elles sont pliées en deux, dans le sens de la longueur, puis ensuite roulées sur elles-mêmes. Et il semble que ces feuilles ne sont consommées que le matin de bonne heure. Donc le transit est fortement accéléré par la consommation de ces feuilles et favorise l'expulsion des parasites. Donc là, vous voyez de nouveau le comportement de cette jeune chimpanzé, Ipassa, et le fait que la consommation n'est en fait pas une consommation. Elle ne mastique pas, elle ingurgite tout rond, elle plie d'abord la feuille et après elle l'avale tout rond. Et la particularité de ces feuilles, donc, c'est qu'elles sont hérissées de petits poils et qu'elles vont arracher les parasites digestifs qui essayaient de rentrer dans la muqueuse. Là, c'est une action mécanique. Donc là, on voit la surface de la feuille avec les trichomes, donc ces petits poils et la surface de la feuille rugueuse. Et on voit ici le parasite donc, qui a été emporté au moment du transit digestif grâce à la surface rugueuse de la feuille. Ok, donc ça c'est un comportement qui avait été observé par Richard Wrangham, dont je vous parlais, le prof d'Harvard, qui lui avait fait suspecter qu'il y avait quelque chose de particulier, puisqu'il n'y avait pas de mastication, donc il n'y avait pas extraction de nutriments. Et ça a été le premier indice. Le second a été lorsque Mike Hoffman, qui est un chercheur américain qui travaillait en Tanzanie, à Mahale, a observé une femelle manger des tiges amères qui avaient été décrites comme étant utilisées par les locaux comme antipaludiques, anti-malaria, et c'était une tige qui n'était jamais consommée par les chimpanzés auparavant. Il a suivi cette femelle, il a vu qu'elle avait guéri. Et là, il a fait des analyses avec les équipes de Japonais avec qui il travaillait, qui ont confirmé qu'il y avait bien des propriétés antiparasitaires qui avaient expliqué la guérison de la femelle chimpanzé. Donc ça, c'était les 2 premières pistes d'une trace d'automédication chez les chimpanzés. L'une basée sur les propriétés mécaniques et physiques des feuilles et le fait de ce comportement particulier. Le transit digestif d'un chimpanzé, c'est 24 à 48 heures. Et là, quand ils mangent ces feuilles, ils émettent une crotte qui est faite pratiquement pas de matière fécale, mais que de feuilles agglutinées, agglomérées en boule après 6 heures. C'est-à-dire qu'ils la mangent à 6 heures le matin. À midi, vous pouvez être sûr d'avoir la crotte avec les feuilles. Donc nous, on voulait mieux comprendre les activités chimiques, donc un long processus qui va de la collecte au séchage en passant par l'identification botanique. Ensuite, il faut moudre ces plantes, les extraire, les évaporer, les peser. Et très important, l'ensemble
l'ensemble des plantes et des extraits restent en Ouganda. Il y a une toute petite partie de chacun des extraits qui est ramenée en France à condition que les Ougandais soient d'accord et qu'il n'ait pas de moyen de faire les tests d'activité biologique en Ouganda. Donc cet accord fait que la plus grande partie du travail est faite en Ouganda, et dans l'accord, il est rédigé de telle façon que si bénéfice il y a tiré d'une molécule qu'on pourrait trouver, ce bénéfice est au prorata du travail qui a été effectué par l'équipe. Donc il est bien sûr capital que l'ensemble, le plus possible des travaux soit fait en Ouganda. Donc assez rapidement, on a aussi développé le laboratoire de chimie de l'université de Makerere, formé des étudiants, des thésards, et assez rapidement, ils ont acquis non seulement le matériel et aussi toutes les capacités pour faire la majeure partie du travail en Ouganda. Et donc, la dernière partie revient à faire un criblage des activités biologiques, puis ensuite l'élucidation des structures des molécules. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Un premier exemple, c'est celui de Kilimi, la même femelle que vous avez vue tout à l'heure avec la petite baguette, qui un matin, alors que je la suivais depuis 3 jours et qui avait des diarrhées, de la constipation, des parasites digestifs, est allée encercler ce gros Albizia grandibracteata, alors que sa mère et ses frères et sœurs mangeaient autre chose. Et a passé beaucoup de temps pour arracher un tout petit morceau d'écorce qu'elle a mastiqué. Et là, un peu comme au Congo, mes assistants ougandais m'ont dit « mais cette plante-là, on la connaît bien au village, on l'utilise quand on a mal au ventre ». Donc évidemment, on l'a récolté. Les travaux ont demandé beaucoup plus de temps que encore la consommation de Kilimi, puisque ça m'a pris 1 an et demi de post-doc pour finalement aboutir à l'élucidation structurale, donc de 3 molécules, des saponosides, de structures très complexes, mais qui ont une activité vermifuge, qui peuvent expliquer que 2 jours après cette consommation, Kilimi avait guéri, n'avait plus de diarrhée et n'avait plus de parasites. Mais en plus, ces molécules ont aussi une activité anticancéreuse sur des cellules du cancer de la gorge très intéressante. Donc cet exemple nous montrait qu'en suivant le comportement d'un chimpanzé un peu particulier, on arrivait à isoler et à mettre en évidence des molécules jamais décrites auparavant relativement rapidement. Un autre exemple, c'est celui de Makoku, qui est arrivé un matin avec une entorse, boitait vraiment de façon importante. Tous les autres sont allés dans un grand ficus, donc en manger les figues, et lui est resté au sol. Il n'a consommé cette journée-là que les feuilles d'une plante qui s'appelle Trichilia rubescens, des jeunes feuilles, et qui plus est, de jeunes arbustes. Ces feuilles étaient très amères, je les ai goûtées, j'essaye toujours de goûter un peu ce que mangent les chimpanzés. Forcément, j'ai récolté les plantes. Elle est aussi connue pour avoir une activité analgésique, donc qui diminue la douleur. Et Makoku a été rétabli 2 jours après, et ensuite le travail sur cette plante-là a révélé d'excellentes activités antipaludiques de 2 molécules jamais décrites non plus, les trichirubines A et B, qui sont plus actives que la chloroquine, qui est la substance de référence, contre les parasites du paludisme, Plasmodium falciparum, en culture. Donc là aussi, un guide assez exceptionnel dans la personne de Makoku qui nous a amené à découvrir des molécules vraiment très intéressantes. Autre chose aussi étonnante que j'ai observée quand je me suis un peu concentrée sur la consommation de ces feuilles de trichilia, c'était que juste après avoir mangé du trichilia, souvent les chimpanzés allaient manger une poignée de terre rouge qui provenait de racines d'arbres tombés. Là, en fait, c'est un arbre qui a été arraché par le vent, et entre les racines, donc les chimpanzés récupèrent une terre rouge. J'ai interrogé les villageois et ils m'ont dit oui, nous aussi, cette terre rouge, on l'utilise pour les dysenteries ou les femmes, par exemple, quand elles ont des nausées pendant la grossesse. Ça apaise les maux de ventre. Donc j'ai récolté des échantillons utilisés par les médecins traditionnels locaux, d'autres mangés par les chimpanzés. J'ai comparé, elles avaient exactement la même propriété. Ensuite, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques. Ensuite, je me suis dit, on va essayer de tester ce qui se passe quand on met la terre et les feuilles en présence.
Donc, je ne sais pas si vous voyez là, mais dans une première manip, j'ai extrait les feuilles avec des sucs digestifs. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé une méthode de chimie, j'ai mimé en fait la digestion des feuilles pour essayer de voir si on retrouvait les mêmes propriétés contre le paludisme quand on mimait ce qui se passait dans l'organisme du chimpanzé. J'ai trouvé une bonne activité. J'ai fait la même chose avec la terre, aucune activité. Par contre, quand je mélange les deux, les feuilles plus la terre, l'activité est plus importante. Qu'est-ce qui se passe ? C'est représenté là, s'il y a quelques chimistes dans la salle. C'est un chromatogramme, en fait, et ça montre que les molécules les moins actives du mélange sont adsorbées sur la terre. En fait, la terre, c'est une sorte d'argile, et elle retient les molécules les moins actives, et ce qui reste, ce qui surnage, c'est plus actif que la solution initiale. Donc je ne dis pas que les chimpanzés savent que ça va augmenter l'activité de la feuille. Ce que je pense, c'est que peut-être effectivement, comme la plante est amère, ça leur procure une amélioration. Ils ont moins mal au ventre en mangeant la terre juste après. Mais en même temps, ça augmente cette activité. Et donc peut-être que de façon adaptative, ils ont continué un premier essai avait montré non seulement que ça améliorait la digestion, mais qu'en plus, ça avait augmenté leur bien-être. Et du coup, c'est un geste qui semble répété. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que ce n'est pas la seule association de plantes, de substances naturelles qu'on peut observer. Les chimpanzés chassent, ils chassent en groupe et ils réussissent à récupérer des proies. Alors à Kibale, ces proies peuvent être des petits singes, donc des petits singes à queue, pas des grands singes comme eux, donc ils ne sont pas cannibales, on est d'accord. Mais regardez donc cette femelle qui mange une carcasse et regardez ce qu'elle a dans la bouche, c'est vert. En fait, les chimpanzés ne mangent jamais de viande seuls, ils y ajoutent toujours des feuilles. Les feuilles qu'ils y ajoutent ne sont pas des feuilles qu'ils mangent de façon alimentaire, ce sont toujours des feuilles qui ont des activités biologiques aussi, des plantes a priori médicinales qui ont un goût fort. Donc probablement que ça modifie le goût. Une des hypothèses initiales était que ça facilitait peut-être la mastication, parce que manger des muscles d'un colobe, d'un singe comme ça qui a sauté d'arbre en arbre, c'est costaud. Mais en fait, ces feuilles, elles sont mangées même avec les viscères, qui ne sont pas particulièrement durs, et aussi avec les larves, parce que de temps en temps, ils mangent des larves. Donc ce n'était pas, a priori, la bonne hypothèse. Ça ressemble plus à quelque chose qui s'apparenterait à des épices. Dans la cuisine humaine, les épices, on sait que ça permet de protéger contre les intoxications, ça permet de conserver les aliments, surtout dans les pays chauds, et en même temps, ça modifie le goût. Et il semblerait qu'on ait apprécié le goût des épices, principalement parce que ça limitait les risques d'intoxication. Et donc, une des hypothèses, ce serait que les chimpanzés ajoutent les feuilles à la viande, peut-être pour améliorer non seulement le goût, et aussi pour éviter les risques d'intoxication quand ils consomment les viscères qui sont parfois porteurs de parasites ou de bactéries de leur proie. Donc j'ai essayé de faire la liste de toutes les plantes qui étaient consommées, et tout ça, ce sont des plantes qui ont vraiment des activités biologiques et qui peuvent être consommées avec aussi bien les muscles que les viscères, ou encore que la peau ou d'autres parties du corps. Donc un rôle potentiellement d'assaisonnement ou peut-être de prévention antimicrobienne, ou encore de galénique, de mélange qui permet d'améliorer l'activité de certaines plantes. Ça a été quelque chose qui a été aussi envisagé, cette question d'automédication et de mélange de plantes chez Néandertal. Des collègues ont émis l'hypothèse, en étudiant le tartre dentaire de quelques individus de Néandertal, qu'ils pratiquaient l'automédication parce qu'ils ont trouvé des molécules, des métabolites secondaires d'achillée millefeuille et de camomille. Et du coup, ils ont tout de suite pensé à de l'automédication, en excluant dans leur article le fait que ça pouvait être un assaisonnement, parce que selon eux, Néandertal n'avait pas une cuisine développée et donc n'associait pas plusieurs aliments. Donc on s'est empressé de leur répondre et de leur dire que
probablement, c'était bien de l'automédication, mais probablement quand même que Néandertal était capable d'assaisonner sa viande, puisque, a priori, les chimpanzés mélangent la viande avec les feuilles. Et donc, on ne pouvait pas complètement exclure que cette camomille pouvait être un moyen d'assaisonner la viande de Néandertal. Et c'est quelque chose qui n'est pas propre uniquement aux chimpanzés ou à nos ancêtres, puisque aujourd'hui, en Ouganda, les médecins traditionnels associent très souvent les plantes à de la matière animale. Ça peut être de la viande, du lait, du beurre, de la soupe. Vous voyez quelques exemples. Et en général, les médecins traditionnels font ça quand ils veulent diminuer l'activité et empêcher une toxicité trop forte. Parce que bien sûr, on parle de médicaments. Donc médicament veut dire toxicité, empoisonnement si on en consomme trop. Donc il faut avoir un moyen de diluer, de réduire, de modifier éventuellement l'activité pour les êtres les plus fragiles, que sont par exemple les enfants ou bien les animaux qui, de plus petite taille, ont besoin d'une quantité moins importante de ce médicament. Donc, encore une fois, un rapprochement qui peut paraître étonnant, mais en tout cas qui est riche d'enseignements. Donc au final, que nous apprend ce comportement d'automédication ? Tout d'abord, une chose très importante, c'est qu'en étudiant cette question de les chimpanzés se soignent-ils, je me suis rendu compte de l'extrême diversité de leur régime alimentaire. Nous, on nous prône le fait qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Je ne sais pas si vous, c'est un peu plus peut-être ici, mais nous, en France, on nous dit 5 fruits et légumes par jour. Là, les chimpanzés, ils sont bien au-delà. C'est au moins 10, voire 20 aliments différents par jour. Et surtout, quand on regarde la diversité alimentaire que j'ai pu relever, ils consomment plus de 300 parties de plantes différentes. Donc vraiment une très grande diversité qui peut-être déjà à elle seule explique leur bonne santé relative, puisque c'est quand même difficile, avec le temps que j'ai passé là-bas, de vous diagnostiquer des maladies, et ils sont plutôt en bonne forme. Ça nous révèle aussi que la forêt est effectivement un patrimoine naturel avec des ressources médicinales qui sont partagées par les humains et par les chimpanzés et bien sûr par probablement beaucoup d'autres espèces animales qui vivent dans cet écosystème. Et en termes d'alimentation, ça nous souligne quand même qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas tout à fait chimpanzé. Certes, on se ressemble, mais nous, on cuisine vraiment, c'est-à-dire qu'on a l'usage du feu et que peut-être cet usage du feu nous a permis d'accéder à plus de nutriments, à vraiment améliorer la qualité des aliments, mais ça nous a aussi enlevé certains de ces métabolites secondaires qui sont donc détoxiqués, dénaturés par la cuisson. Et c'est probablement cette cuisson qui explique vraiment l'origine de la médecine humaine. Pour compenser en fait les métabolites secondaires perdus dans notre alimentation par la cuisson, on a inventé la médecine. Et aujourd'hui, on différencie alimentation et médecine, encore que ce n'est pas vrai pour toutes les sociétés. Il y a pas mal de sociétés qui considèrent que se nourrir, c'est aussi se soigner. Probablement que c'est moins distinct chez les chimpanzés aussi, et que alimentation et médecine sont très très liées. Une autre chose que ça a mis en évidence, en tout cas pour moi sur le terrain, c'est que c'était une question très très difficile et qu'il nous restait encore beaucoup de questions. Principalement parce que donc ils sont très difficiles à suivre, parce qu'ils mettent du temps à s'habituer à notre présence, mais aussi parce qu'ils ont un système social particulier. Dire que quand je vous ai parlé de communauté, les 50 chimpanzés ne restent pas tous les 50 ensemble. Au cours de la journée, ils vont faire des petits sous-groupes qui vont changer tout le temps au cours du temps. Et quand on veut comparer donc, le régime alimentaire d'un individu avec celui du reste du groupe, c'est super compliqué, parce que le matin, Makokou va être avec 10 chimpanzés, mais l'après-midi, il sera avec 3 autres. Donc très difficile de savoir si les 3 autres finalement ils n'ont pas mangé la même chose que lui avant de le rencontrer. D'autre part, on ne peut pas suivre chaque individu de la naissance jusque son apprentissage et son âge adulte pour comparer la découverte des plantes et savoir comment ils apprennent à utiliser ces plantes. Il faudrait un chercheur derrière chaque chimpanzé et déjà c'est très difficile de les trouver, donc carrément impossible.
D'autre part, à chaque fois, ces observations dont je vous ai fait part, qui sont les plus jolies, qui demandent l'observation du symptôme, la guérison, etc., ça reste très anecdotique. Je n'ai pas 200 cas à vous présenter comme ça. Ça, c'est les plus beaux cas. La plupart du temps, j'ai le symptôme, la consommation, ou la consommation et un chimpanzé qui va bien après, ou une consommation sans forcément d'association. Donc, c'est vraiment un travail de très, très longue haleine. Si on veut réussir à répondre à cette question donc, que je vous ai évoquée tout à l'heure, quelle est la part d'alimentation et quelle est la part de médecine, il faut non seulement connaître la fréquence, la quantité consommée. Est-ce que la quantité consommée est en relation avec la maladie? En gros, est-ce que la posologie, ce qu'on lit sur notre notice de médicaments, est en accord avec la taille de l'individu et ce qu'il va consommer? Et ensuite, comment se fait cette consommation? Est-ce qu'au final, finalement, ce n'est pas juste un problème, une erreur du chimpanzé qui mange un truc toxique et qui s'en rend compte parce que ça a un goût amer et qui ne va finalement pas reproduire ça? Ou bien est-ce que c'est vraiment un usage médicinal, prophylactique, préventif ou bien curatif? Alors, évidemment, une des hypothèses serait qu'effectivement, il y a apprentissage, tout simplement parce qu'on sait que les relations entre la mère et le jeune sont très étroites. Donc nous voilà en haut d'un arbre à 40 mètres dans la canopée avec des chimpanzés dans un ficus. Donc c'était une première et j'ai réussi à grimper dans un arbre grâce à un Québécois d'ailleurs qui nous a aidés à monter dans cet arbre, Alain Houle. Donc j'en profite pour le citer ce soir. Et donc d'observer des choses qui au sol avec les jumelles sont beaucoup moins évidentes que quand on est juste à côté d'eux. Et tout particulièrement, donc, ces relations tout à fait étroites et particulières d'une mère avec son jeune. Vous voyez qu'au départ, évidemment, le bébé chimpanzé, à la différence du bébé humain, est capable de s'agripper, mais la mère le soutient vraiment. C'est-à-dire qu'elle fait comme une sorte de hamac avec le creux de sa jambe et elle le porte comme ça. Donc au début, à cet âge-là, évidemment, le jeune chimpanzé ne fait que téter pendant les 6 premiers mois de sa vie. Il va vraiment s'alimenter qu'avec le lait de sa mère. Et puis après, il va commencer à s'intéresser à l'environnement et donc à essayer de tester différents fruits. Donc ce qu'on essaye, c'est de bien documenter tous les aliments consommés par les chimpanzés, leur rythme d'ingestion, la quantité consommée, les parties qui sont recrachées, et évidemment la maturité des aliments. Ça n'était pas terrible. Et donc là, vous voyez un chimpanzé un peu plus grand. Donc les très jeunes chimpanzés ont la face très claire et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent un peu plus sombres. Et là, une petite chimpanzé, donc Nile Special, qui essaye de s'alimenter, et sa mère qui l'encourage. Vraiment, ce geste-là, allez. Mais parfois, elle se dit que c'est quand même beaucoup plus pratique de prendre directement dans la bouche de maman. Mais à nouveau, un petit geste qui encourage à essayer toute seule. Là, c'est un peu mieux. Elle va vers une figue un peu plus mûre, mais c'est pas encore ça. Voilà. Et en fait, même adulte, tous les sens sont mis en jeu. Donc ça passe par la palpation, la vue, l'olfaction. Vous allez voir qu'à chaque fois, elle le passe sous son nez. Et vous avez vu tout à l'heure qu'elle recrache, elle rejette certaines figues. Il y en a certaines qui ne sont pas bonnes. Là, elle a enlevé le pédoncule, la petite tige, avant de le manger. Hop, on l'enlève à chaque fois. Donc pour nous, c'est vraiment important de savoir quelle est la part consommée. Et là, vous allez voir que parfois, il les avale tout rond, mais parfois pas. Donc ça, c'est un comportement aussi typique des chimpanzés qui font des chics. Donc au début, quand ils ont faim, ils font comme la femelle là qu'on a vue. Ils mangent les figues, et ils les mâchent, ils les avalent.
Et puis, au bout d'un certain temps, ça pèse sur l'estomac. Donc, ils vont chiquer, ils vont mettre leurs fruits dans la bouche, entre les lèvres et les dents. Ils vont presser pour extraire le jus, et ensuite, tout ça, ils vont le recracher. Donc, si nous, on regarde au début, on dit ah bah oui, à chaque fois qu'il prend une figue, il la mange, on se trompe, puisque au bout d'un certain temps, ils vont cracher la plus grande partie et ils ne vont pas ingérer toutes ces petites graines. Donc ça fait partie des comportements vraiment fins qu'il faut réussir à détecter, même quand on est en bas avec les jumelles et qu'on n'est pas forcément avec les chimpanzés. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine et aussi donc de vraiment essayer de comprendre à quel moment le régime alimentaire du jeune chimpanzé s'approche de celui de sa mère. Et pour mieux comprendre en fait la relation entre les symptômes et les plantes, on a fait une étude beaucoup plus longitudinale que je vais vous passer rapidement. C'est-à-dire qu'on a évalué les symptômes de façon générale sur tous les chimpanzés qu'on rencontrait, puis on a relevé toutes les plantes qui ne semblaient pas être des plantes faisant partie du régime alimentaire habituel des chimpanzés. On a essayé de voir s'il existait une relation entre les deux et on s'est rendu compte qu'effectivement, le moment où les chimpanzés consommaient le plus de plantes à activité biologique, c'était le moment où on avait le plus d'épidémies, de toux, de diarrhée, de parasites, et que effectivement ces plantes-là étaient particulièrement consommées par les individus les plus malades. Mais restait la question de cette découverte, de comment les chimpanzés pouvaient savoir qu'il y avait des plantes à activité biologique. Et ça, on ne pouvait pas le décrire en milieu naturel. Donc on a travaillé avec des chimpanzés, des gorilles et des orang-outans, donc des gorilles, des chimpanzés et des orang-outans, en parc zoologique et en se demandant s'ils allaient réagir de la même façon quand on leur présentait des plantes, cette fois-ci de la pharmacopée française, donc des plantes médicinales françaises qu'ils ne connaissaient pas du tout. On s'est dit qu'il pouvait y avoir des différences entre ces grands singes parce qu'ils ne sont pas face aux mêmes contraintes écologiques. En fait, les gorilles sont frugivores, ils aiment comme les chimpanzés et les orang-outans les fruits, mais quand il n'y a pas suffisamment de fruits, ils peuvent très rapidement basculer leur régime alimentaire et ne manger plus que des tiges et des feuilles. Les orang-outans, eux, à Bornéo, ont des grandes périodes de disette. En fait, il y a des fructifications massives et puis après, pendant 4-5 ans, certaines espèces de plantes qu'on appelle les diptérocarpes ne fructifient plus, c'est très imprédictible et donc, du coup, ils sont capables d'utiliser beaucoup plus que les chimpanzés les écorces, par exemple. Donc, ils ont des contraintes écologiques relativement différentes. En termes de spécialisation physiologique, le tube digestif du chimpanzé est relativement similaire à celui des humains. Par contre, celui des gorilles est fait d'un gros intestin qui permet de détoxifier les plantes. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier. Et les orang-outans, eux, à cause de ces périodes de disette importantes, ont la capacité de stocker beaucoup de gras et de prendre beaucoup de kilos au moment où les fruits sont disponibles et de garder ces réserves pour quand la disette arrive. En termes de socialité aussi, ce sont tous les 6 des grands singes, mais leur système social est vraiment différent. Les gorilles vivent en harem, donc un mâle dominant avec ses femelles et ses enfants, ses propres enfants à lui. Les orang-outans sont semi-solitaires et les chimpanzés sont vraiment beaucoup plus sociaux et vont avoir des communautés qui peuvent aller de 12 jusqu'à 200 individus. Les orang-outans sont semi-solitaires, mais malgré tout, on sait qu'ils font usage d'outils et qu'ils interagissent beaucoup entre eux. Donc on s'est dit que tous ces facteurs pouvaient faire que la réponse à la présentation de plantes médicinales qu'ils ne connaissaient pas pouvait différer. Donc on a distingué 2 phases, la phase de découverte, comment quand on apporte la plante aux chimpanzés, aux gorilles et aux orang-outans en parc zoologique, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont directement la manger? Est-ce qu'ils vont la sentir? Est-ce qu'ils vont s'en enduire le corps? Et puis la phase 2, qui est la phase vraiment d'ingestion. Et là, on a vu des différences. Donc les chimpanzés ont passé beaucoup plus de temps à explorer la plante, à la sentir, etc. Alors qu'au contraire, le gorille arrivait, hop, il prenait la plante, il la mangeait. Ça, c'était pas tellement étonnant. En fait, probablement que le gorille
n'ayant pas de risque trop important, du coup, ils mangeaient directement. Et donc, il y avait une phase antéorale avant de consommer beaucoup plus courte. Par contre, en termes donc de consommation, il a fallu beaucoup de temps avant qu'un chimpanzé consomme et que ce soit diffusé dans le reste du groupe. Donc il y a une curiosité importante. Tous les chimpanzés viennent et explorent cette nouvelle plante, mais il faut vraiment qu'il y ait un élément déclencheur pour que les autres se mettent à consommer la plante. Alors que donc à chaque fois, l'orang-outan était en position intermédiaire. Donc ça, c'était un premier pas qui nous laissait penser que le système social et la physiologie des chimpanzés pouvaient expliquer un certain conservatisme, mais après une innovation et le fait que ça se transmette assez rapidement dans le groupe. En milieu naturel, ce qu'on a aussi quand même pu faire, c'est regarder à chaque fois qu'un chimpanzé mangeait une plante inhabituelle, quels étaient ses plus proches voisins et comment ils se comportaient. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une attention très particulière, avec une proximité très forte, pour les chimpanzés qui avaient entre 25 et 40 ans, qui étaient en fait les plus observés quand ils mangeaient des plantes inhabituelles. Donc il semble que le modèle, celui qui sait en gros, ce serait un individu en pleine force de l'âge, entre 25 et 40 ans, aussi bien des mâles que des femelles. Et à ce moment-là, le chimpanzé est aussi observé par des individus de tous âges. Il n'y a pas que les jeunes, il peut y avoir des mâles adultes, des femelles adultes qui observent ce consommateur de plantes inhabituelles. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça laisse à penser que ça marche bien avec l'hypothèse d'une culture. Je vous ai dit que c'était les femelles à l'adolescence qui changeaient de communauté. Ça veut dire qu'elles apprennent quelque chose, elles savent quelles sont les plantes qu'elles peuvent consommer dans leur habitat quand elles sont jeunes, mais qu'après, quand elles vont changer, potentiellement, elles vont rencontrer d'autres plantes, même si elles n'habitent pas très loin de l'endroit où elles sont nées, mais quand même une communauté différente. Et il va falloir qu'elles apprennent encore de ceux qui connaissent bien l'endroit, donc les mâles a priori et les femelles plus âgées. Et donc ça explique qu'il semble y avoir encore des observations chez les individus les plus âgés. Donc tout ça nous laisse à penser qu'il pourrait exister un comportement culturel. Et donc aujourd'hui, depuis donc 2008, je travaille dans une autre zone du parc national de Kibale, donc dans la zone de Sebitoli, qui se trouve à l'extrême nord du parc et qui est voisine de la zone de Kanyawara où j'ai étudié les 50 premiers chimpanzés. Et donc cette zone se trouvait là, Kanyawara. Et je vous livre quelques premiers résultats de nos observations, donc qui datent de la mission de janvier-février que j'ai faite. Et rien que pendant ce mois de janvier-février, j'ai vu tout un tas de plantes qui n'ont jamais été enregistrées comme étant consommées par les chimpanzés de Kanyawara et qui pourtant sont consommées par les chimpanzés de Sebitoli. Donc en particulier des fleurs de poivre sauvage qui sont très abondantes dans l'habitat. Donc ce n'est pas une question de l'absence d'existence, puisque les chimpanzés de Kanyawara en mangent les tiges et qu'elles sont vraiment très présentes dans l'habitat. Donc ça semble bien être un comportement vraiment spécifique au groupe de chimpanzés de Sebitoli. Alors évidemment, vous allez me dire, je vous parle toujours d'automédication, mais alors pourquoi est-ce s'ils sont capables de soigner, pourquoi est-ce qu'ils ne soignent, on ne parle pas de soins, et pourquoi est-ce qu'ils ne soigneraient pas leurs congénères ? Essayons d'imaginer ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'un chimpanzé soigne un autre chimpanzé. Donc tout d'abord, il faudrait qu'un individu en bonne santé, qui connaît les bonnes plantes à utiliser au bon moment, rencontre un chimpanzé malade, et qui soit capable de dire « Ah bah tiens, ce chimpanzé est malade, il a tel et tel symptôme ». En l'observant, ou alors, si le chimpanzé malade se présente à lui, à ce moment-là, il faudrait quand même faire en sorte de ne pas se mettre en danger soi-même. Imaginons le chimpanzé, le congénère est vraiment très malade, en s'approchant de lui, on risque de contracter sa maladie. Ou bien s'il est blessé et qu'on va explorer sa blessure, on se risque de se prendre une tape, parce qu'on risque de lui faire mal. Donc il faut évaluer le risque et se rendre compte de est-ce que ça vaut le coup d'aller le soigner. Et donc, dans le sens ça vaut le coup,
Est-ce que c'est un parent et est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va m'aider moi-même dans le sens adaptatif évolutif? Est-ce que je vais permettre une meilleure transmission de mes gènes en même temps si je sauve mon jeune, par exemple? Ou bien est-ce que c'est un individu dominant? Et là, si je l'aide, peut-être que j'aurai à mon tour une aide de sa part. Est-ce qu'il va m'aider dans un autre moment de la vie sociale? Ou au contraire, peut-être que c'est un rival et que si je suis un chimpanzé, je n'ai pas du tout envie d'aider ce congénère. Donc ça met quand même en jeu différentes questions, celle de l'empathie et celle de relations d'affection ou en tout cas d'attachement envers certains individus qu'on aurait plus envie de soigner que d'autres. Donc, mettons que toutes ces étapes soient passées. Ensuite, il y a la question du diagnostic et puis de trouver le traitement qui correspond aux symptômes. Je vous ai dit qu'ils vivent en système social fission-fusion, donc ça voudrait dire que le chimpanzé malade attend pendant que le chimpanzé docteur va chercher la plante, lui ramène, donc peut-être parce que par exemple là, pour les feuilles rugueuses, des fois ils font 2 km pour aller trouver la bonne plante. Donc il fait ces 2 km, il va chercher la plante, puis il la ramène à notre individu malade. Il lui propose en bonne quantité et en bonne dose. Voilà, donc vous comprenez que c'est quand même un petit peu compliqué comme suite d'étapes. Et il me semble que ça pourrait être possible que si 2 individus sont soit très proches, donc une mère et son enfant, et qu'éventuellement ils souffrent des mêmes symptômes, et alors ça vaudrait le coup d'aller chercher pour soi-même une plante et éventuellement de la partager avec l'individu qui est le plus proche, donc potentiellement son enfant. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a même pas observées. C'est-à-dire que quand une mère est malade, elle va faciliter l'accès à la plante, par exemple aider à écorcer, mais jamais elle donnera quelque chose à son enfant si elle-même ne le prend pas. On a vu des mères enlever des mains d'un jeune chimpanzé des plantes donc, potentiellement toxiques, mais on n'a jamais vu de soins ni d'une mère envers son petit, ni d'un individu envers un autre. Par contre, sur les chimpanzés orphelins, j'ai vu des chimpanzés nettoyer les plaies d'autres à l'aide de feuilles. Après, savoir si c'était par imitation de gestes qu'ils avaient vus chez les humains, chez qui ils avaient grandi, peut-être. Donc, on peut quand même se poser la question de ces différentes étapes. Est-ce que les chimpanzés sont capables d'évaluer le risque? Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser les données les plus récentes que j'ai sur les chimpanzés et sur le site donc, de Sebitoli. Et là, à Sebitoli, on a travaillé dans cette zone, peut-être je vous la remets, qui est tout à fait caractéristique parce qu'on est à l'extrême nord du parc et tout autour, en fait, on a des plantations de thé, d'eucalyptus, donc que des activités humaines. Là, il n'y a pas de chimpanzés qui vivent autour. Les seuls chimpanzés qui communiquent avec eux sont des chimpanzés du sud, là. Et au milieu du territoire des chimpanzés de Sebitoli, il y a une route nationale qui passe avec un très fort trafic. Et donc notre question dans cette zone-là, sur laquelle on travaille depuis 2008, était est-ce que les chimpanzés se concentrent au cœur du parc et évitent les bordures? Est-ce qu'ils traversent la route? Ou bien, comment, si c'est le cas, s'ils traversent la route, comment est-ce qu'ils font? S'ils vont dans les prés, dans les champs, comment est-ce qu'ils font? Donc ici, vous avez déjà une première réponse. Oui, ils vont dans les champs et les prés et ils consomment des maïs. Et oui, ils traversent la route. Et donc, on a mené 3 études différentes. L'une sur le pillage de maïs, l'autre sur le fait que les chimpanzés de cette zone-là sont des victimes indirectes du braconnage. 30% des chimpanzés ont des pieds ou des bras en moins à cause de collets qui sont placés. Et donc on s'est demandé s'ils réussissaient à s'adapter, s'ils avaient une certaine plasticité comportementale, une résilience, ou bien est-ce qu'ils étaient exclus du groupe et qu'ils devaient se débrouiller tout seuls en étant handicapés et que les autres ne les attendaient pas. Et une troisième question était donc la traversée des routes. Donc je vais vous montrer en image, ce sera plus parlant. Donc ici, on a posé un caméra trap et un piège vidéo à la bordure du parc. Là, vous avez une tranchée à éléphants donc qui est censée prévenir l'intrusion des pilleurs. Et puis évidemment, les chimpanzés ont trouvé un arbre. Donc vous voyez qu'ils traversent allègrement la tranchée. Vous voyez aussi qu'ici, là, il y a un individu qui monte le gué, qui est monté dans un eucalyptus pour essayer de voir s'il n'y avait pas de villageois. Qu'il y en a d'autres qui ont des postures de garde avant de rentrer dans le champ.
Et cette femelle là aussi en fait montre une posture de garde. Donc on a analysé comme ça les clips vidéo et on s'est rendu compte que pratiquement tous les chimpanzés, toutes les classes d'âge et de sexe, mâles, femelles, jeunes, etc., tout le monde rentre dans les champs. C'est pas juste les gros mâles costauds qui, n'ayant pas peur, vont rentrer. Non, même les femelles avec les jeunes rentrent dans les champs. Et puis ça marche plutôt bien. Voilà, ils reviennent les bras chargés, il y en a partout. Et donc, ils peuvent rester entre 7 minutes et parfois 2h30 dans le champ pour consommer le maïs. Et pareil, les femelles restent aussi longtemps que les mâles. Mais plus intéressant, sur les clips vidéo, on a aussi ça. Donc des chimpanzés qui pillent de nuit. Et ça, c'était la première fois qu'on observait des comportements nocturnes chez les chimpanzés. Donc en fait, ça confirme qu'ils perçoivent le risque d'être détectés par les villageois. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de comportements de vigilance, qui montaient beaucoup moins le guet, qui restaient beaucoup plus longtemps pendant la nuit. Et au contraire de ce que les locaux nous disaient, qui pensaient que peut-être les chimpanzés venaient, mais pendant les nuits de pleine lune, non, pratiquement tous les clips sont enregistrés pendant la nuit noire, pendant les nouvelles lunes, et donc ils n'attendent pas qu'il y ait un peu de clarté pour aller piller. Non, au contraire, ils y vont vraiment pendant la nuit noire. Donc un premier indice qui montre que les chimpanzés sont capables d'évaluer le risque et de les limiter. Une deuxième question, c'était sur la traversée de la route. Donc ici, vous avez un moment relativement calme de la route, mais vous voyez quand même qu'il y a des barrières de glissement, un peu comme sur les autoroutes. Donc on a filmé aussi les chimpanzés traversant la route. Ici, le mâle alpha, Elliot, deux femelles, enfin un mâle et une femelle, pardon, une vieille femelle qui traverse, et puis Elliot qui s'arrête, parce qu'ici, il y a un jeune qui hésite à traverser. Donc pareil, une posture de garde, de vigilance. Et une fois que le petit s'engage, Elliot part. Donc en filmant plus d'une centaine de traversées de route comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un phénomène d'encadrement. Les individus de hiérarchie dominance assez élevée encadrent les individus les plus vulnérables, qui peuvent être des jeunes, des femelles avec des bébés, ou encore les individus mutilés. Donc du coup, il semble qu'il y ait aussi une certaine empathie, une certaine prise en compte, soit de la vulnérabilité ou du risque qu'il peut y avoir pour autrui aussi à traverser. Et ça, c'est encore plus frappant parce que non seulement on a des chimpanzés mutilés, mais on a aussi des chimpanzés avec des malformations faciales. Donc ici, vous voyez Woody qui a le nez pas bien formé, qui est enfoncé. Et puis ici, Chiara qui a un bec de lièvre. Et ça, c'est l'autre particularité de la communauté de Sébitoli qu'on a découvert au fur et à mesure qu'on se rapprochait d'eux. C'est qu'un quart des chimpanzés qu'on a identifiés, donc on les reconnaît tous, on les nomme, etc., un quart d'entre eux ont des malformations faciales. On a aussi des femelles qui ont des problèmes de fertilité, donc qui n'ont pas de gonflement sexuel au moment de l'ovulation, ce qui est un système d'alerte en fait pour les mâles et qui indique le bon moment pour s'accoupler. Et puis donc des malformations type bec de lièvre. Et donc ces chimpanzés sont bien intégrés au sein de la communauté. Autre preuve, s'il en faut, d'empathie, le cas vraiment extrême de Max, qui a été piégé à 2 reprises à chacun de ses pieds. Donc là, il n'a plus de pieds. Et sa mère, en fait, qui a accepté qui l'a reporté, alors qu'il avait largement l'âge de se déplacer. Ça faisait 1 an déjà qu'il se déplaçait tout seul et qu'elle ne le portait plus du tout. Et quand il a été blessé, au prix de lourds efforts, parce qu'il était déjà assez costaud, à nouveau, elle l'a reporté sur les déplacements longs pendant longtemps. On observe aussi que quand un individu est blessé, ça suscite la curiosité et l'attention des autres. Ici, donc Yogi avait une plaie au dos et donc vous voyez que tout le monde vient inspecter la plaie. Donc c'est pas un manque d'empathie, c'est pas le fait qu'ils n'arrivent pas à détecter l'état de santé d'autrui. Il y a un autre
cas important, en fait, c'est au moment de la mort, la réaction des congénères face à la mort. Donc ici, dans le cas d'un sanctuaire, donc ces orphelinats de chimpanzés, vous voyez un des membres du groupe qui est décédé, et vous voyez que tous les autres vraiment sont venus voir ce qui se passait et sont vraiment attentifs. Et en fait, le changement d'état du corps, a priori, suscite l'attention des membres du groupe. Une femelle, en fait, quand elle perd son bébé, quand son bébé meurt, elle ne laisse généralement pas le corps. Elle va le porter, le transporter pendant des jours et des semaines jusqu'à ce qu'il soit momifié, continuer à l'épouiller, etc. Et là, à un moment donné, donc, Tongo, qui est donc une femelle chimpanzé de Kanyawara, avait laissé le corps de Teddy, qui était mort. Et donc, c'est son frère qui est venu chercher le corps et qui l'a rapporté à la mère. Donc, vraiment, pas uniquement une relation mère-enfant, mais vraiment une relation entre individus, apparentés bien sûr, mais pas uniquement. Voilà les cas donc, des femelles qui portent les dépouilles de leur bébé. Donc le cas d'une femelle qui a porté le corps pendant 27 jours de son bébé. Donc il y a pas mal d'indices comme ça qui montrent qu'il y a quand même un intérêt, une attention portée aux individus malades ou vulnérables. Et aussi le cas d'adoption, par exemple, quand une mère meurt, le plus souvent, c'est pas une autre femelle qui adopte le jeune, mais ce sont des mâles, pas forcément apparentés, qui vont prendre soin du jeune orphelin. Donc, un faisceau d'indices qui potentiellement laisse à penser que certaines des étapes que je vous ai décrites pourraient fonctionner. Donc il nous reste encore du boulot pour essayer de décrypter, de mieux comprendre ce comportement. Mais aujourd'hui, ce qui vraiment me motive et me conduit à poursuivre les études, c'est bien cette relation particulière et très actuelle des chimpanzés à leur environnement et cet environnement avec l'homme. Et donc on a 4 thématiques principales de recherche qui sont donc les conflits autour des zones agricoles, le braconnage et son impact sur l'écologie des chimpanzés, la façon dont la route perturbe et la façon dont les chimpanzés font face à cet environnement, et surtout aujourd'hui donc les pesticides et l'impact que ça peut avoir sur les chimpanzés et plus largement sur les humains aussi dans la zone où on travaille. En termes d'activité anti-braconnage, non seulement ça évidemment suscite des questions de recherche, mais aussi ça a impliqué que notre équipe s'est engagée vraiment dans des actions de conservation. Et aujourd'hui, j'ai une équipe d'une vingtaine d'Ougandais, dont une partie ne fait pas un travail purement de recherche, mais contribue à tenter d'améliorer la situation. Donc 3 d'entre eux vont chaque jour en forêt pour détecter les activités illégales, désamorcer les pièges, de façon à ce qu'on puisse après aller faire de la sensibilisation et surtout essayer de comprendre pourquoi ces pièges sont posés, par qui, pour améliorer la situation. Donc en un an, on a détecté et désactivé plus de 300 pièges dans la petite zone de 25 km² de Sebitoli dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi des activités qui sont en relation avec la flore. Donc ici, c'était un braconnier, mais il y a d'autres cas où, par exemple, des gros arbres tels que Prunus africana sont abattus pour prendre les écorces qui sont utilisées en Europe en tout cas, je ne sais pas ici, mais probablement, pour faire des traitements pour les problèmes de prostate. Donc là, l'idée, ce n'est pas d'extraire la molécule et de la synthétiser, comme ce qu'on ferait, nous, si on trouvait une molécule vraiment active. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas identifié la molécule active et à chaque fois, on repart de l'extrait d'écorce. Donc ça mène à des coupes des arbres de cette façon-là, alors qu'il y a des plantations de Prunus africana où il suffit, théoriquement, d'enlever 20 cm² pour que l'arbre survive. Mais évidemment, ça entraîne que ça demande beaucoup de temps avant de récupérer des kilos d'écorce. Et donc ça, c'était en février. Et dans une zone où étaient les chimpanzés, on a trouvé 8 arbres comme ça abattus qui avaient plus d'1 mètre de diamètre. La question des collets est bien sûr très présente. Donc ça, c'est le système qui est utilisé. Les câbles sont mis en tension et théoriquement, c'est fait pour attraper des petites antilopes qui se retrouvent pendues par la jambe.
de cette façon-là. Et puis, donc, je vous le disais, on a 30% des chimpanzés qui sont mutilés. Et ça, c'est aussi une image de février où Elliot, donc, qui est le mâle alpha de Sébitoli, a été piégé à la main. C'est les seuls cas où on s'autorise à intervenir, à endormir des chimpanzés pour leur enlever les pièges. Mais malheureusement, c'est extrêmement compliqué. Et donc, malgré nos efforts, on n'a pas réussi à anesthésier Elliot parce qu'il est trop futé. Et quand il nous a vu arriver avec le fusil hypodermique, il s'est barré et on n'a jamais réussi à l'approcher. Voilà, donc on va retenter là lors de ma prochaine mission. Puis il y a quand même des cas extrêmes. Je vous ai dit que les chimpanzés n'étaient pas consommés, mais cet été, une de nos femelles a donc été tuée et on a retrouvé sa viande rôtie. Donc on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi des changements de culture. Peut-être qu'il y a, en fait, on se trouve à la frontière avec la RDC et peut-être qu'il y a maintenant un nouveau marché de viande de brousse avec les Congolais. Mais ça soulève beaucoup de questions et aussi beaucoup d'inquiétudes. Et surtout parce que on a réussi à identifier le braconnier, il a été arrêté et en fait il a été relâché avec 80 € d'amende. Pardon. Zut, c'est passé trop vite. Théoriquement, dans la loi ougandaise, c'est au minimum 300 € d'amende, 5 ans de prison au maximum, et parfois une association de prison et d'amende. Et là, donc, ce braconnier a été relâché après avoir payé seulement 80 € d'amende. Bon, je ne sais pas pourquoi ça passe tout de suite. Et pour finir, donc, sur des notes pas très gaies, mais on reparlera de l'automédication après avec vos questions. Donc, le cas des malformations faciales. Donc ici, Chiara avec son bec de lièvre, et puis aussi une malformation au niveau du membre. On pense que c'est plutôt une malformation qu'un piégeage. Et donc, on a mené des investigations sur les usages de pesticides localement. Et on a trouvé dans les échantillons prélevés des pesticides différents de ceux qui étaient cités par les agriculteurs et par les planteurs de thé. Donc vous voyez ici les plantations de thé qui bordent. Donc quelque chose de vraiment inquiétant qui laisse à penser soit que c'est un usage très ancien, soit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui sont utilisées et vaporisées. Une autre hypothèse serait que ça puisse être une sorte de consanguinité, mais en fait on s'est rendu compte que les babouins aussi sont atteints. Donc ce serait quand même étonnant que et les chimpanzés et les babouins qui ont des domaines vitaux plus petits soient soumis à une consanguinité importante. Et donc ça, c'est l'article qui est paru la semaine dernière. Et vous voyez que donc, Colin Chapman et Lauren Chapman de McGill sont nos co-auteurs et aussi nos équipes de collègues ougandais. Donc dans les tiges de maïs, les grains de maïs, etc., y compris dans les poissons qui vivent dans la zone de Sébitoli, on a trouvé du chlorpyrifos, du DDT et ses métabolites, et de l'imidaclopride, qui est le gocho, le produit de Bayer, qui est un néonicotinoïde et donc un insecticide important. On a une zone contrôle qui est à l'intérieur de la forêt et où là, les poissons ne sont pas contaminés par ces pesticides. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est tracer ces pesticides à partir des urines. C'est un peu long et compliqué, et surtout comprendre les mécanismes d'action. L'hypothèse, c'est qu'en fait, les femelles ingèrent ou sont exposées aux pesticides dans les 3 premiers mois de la gestation, au moment où se forme la face chez le fœtus, que ça agisse sur l'axe thyroïdien, en fait, et donc ça explique ces malformations qu'on voit chez les jeunes. On est pratiquement sûr que ce ne sont pas des infections parce qu'il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de lésions vraiment telles que celle du pian, par exemple, qui existe chez les humains et aussi chez les gorilles au Congo. Et donc ça nous semble vraiment l'hypothèse la plus probable. Il faut savoir que les villageois utilisent des insecticides, des pesticides, mais ils sont dans une condition évidemment de misère importante. En plus, le plus souvent, ils ne savent pas lire et on leur donne ces produits. Donc, généralement, un usage assez anarchique. Et donc ça, je vous l'ai dit. Et donc ça, c'est le logement qu'ils ont. Ils vivent là-dedans. Donc ils ont
pas de maison en dur. Ils passent toute la saison du maïs dans ces huttes pour essayer de protéger leur culture des pillages par les éléphants et par les chimpanzés. Donc vous comprenez que la seule façon de pouvoir résoudre toutes ces questions, c'est bien sûr d'abord faire en sorte qu'ils aient des conditions de vie meilleures, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de pénétrer dans le parc. C'est un parc national où seuls les chercheurs et les touristes ont le droit d'aller. Mais eux n'ont pas le droit d'aller chercher les plantes médicinales, n'ont pas le droit d'aller chercher du petit bois. Toutes les activités qu'ils font en forêt sont illégales. Donc évidemment, la seule solution, c'est d'essayer de reconnecter les hommes à leur environnement, les faire aimer le parc. Et pour l'instant, la situation est telle que ce n'est pas possible. Voilà, donc toutes les personnes qui vivent autour, y compris les plus petits, sont mis à contribution pour surveiller le maïs, pour aider, et donc du coup ne sont pas scolarisés. Ça passe par aller chercher de l'eau très loin pour arroser les maigres plantations. Voilà, donc il y a des actions à faire sur place. Nous, notre projet, c'est d'avoir une bande d'agriculture biologique et surtout de culture vivrière qui permettent d'améliorer les revenus, de faire une agriculture plus durable et d'utiliser moins d'intrants. Donc on essaye de déposer le plus de projets possible auprès des différents gouvernements pour essayer de mettre ça en place avec les locaux. Mais il y a aussi des actions à faire plus largement, donc au niveau gouvernemental, avec nos gouvernements européens, occidentaux et aussi avec les gouvernements locaux. Et puis il y a des gestes auxquels on peut penser qui peuvent aider aussi les forêts tropicales en recyclant, en triant bien sûr les produits issus des forêts comme le papier, le bois, le carton. D'autres auxquels on pense moins, qui sont les téléphones portables et les tablettes, dans lesquels on trouve des composantes en coltan, qui est un matériau qui est extrait uniquement en République démocratique du Congo, où vivent des gorilles et des chimpanzés. Et dans ces zones-là, 90% des gorilles et des chimpanzés ont été tués pour leur viande, parce que les gens n'ont pas non plus à manger. Et donc, si on ne les recycle pas, on entretient ce phénomène, alors que c'est relativement facile de rapporter son téléphone portable pour recycler les composantes. Et puis peut-être que pour vous ici, le problème est moins fort, mais nous, en Europe, en fait, les bois tropicaux sont beaucoup moins chers que les bois européens. Et donc, le plus souvent, quand on doit acheter du parquet ou un salon de jardin, on ne fait pas forcément attention à la provenance, on regarde d'abord le prix. Mais aujourd'hui, il existe des labels qui nous permettent de choisir des bois issus de forêts gérés durablement. Et pour ça, il faut qu'on fasse confiance à ces labels et il faut que ce soit des labels fiables, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il faut essayer de tendre vers le plus de transparence et une meilleure gestion possible. Et puis le bio, c'est certes pour notre santé, certes c'est important de s'alimenter correctement, mais il faut aussi penser que c'est important pour l'environnement et qu'il n'y a pas uniquement nous qui pâtissons de ces pesticides. Et puis localement, on peut avoir d'autres projets. Donc nous, on a monté un projet de clôture de ruches pour empêcher les éléphants de pénétrer dans les prés. Ce sont des ruches suspendues avec un câble entre les ruches, et quand l'éléphant touche le câble ou la ruche, les abeilles l'attaquent. Et les éléphants ont peur des abeilles, pas uniquement des forêts. Et en plus, des souris. Et en plus, ça procure des revenus, du miel. Voilà, donc ça peut être des petits projets qui peuvent être favorables. Et enfin, s'appuyer sur la culture traditionnelle et sur les enfants qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs. Et en Ouganda, on a des jeunes qui ont été nommés jeunes ambassadeurs des grands singes et qui utilisent les danses, les danses et les chants traditionnels pour passer les messages. Et enfin, on a une association et donc grâce aux dons, on arrive à mettre en place ces projets-là. Donc si jamais de temps en temps vous pensez à nous, on pourra faire en sorte de tenter d'améliorer la situation. Donc dans le futur, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie quand même de continuer à travailler sur cette question de comportement culturel, et ça on va le faire, on a déjà plein de bonnes pistes, et puis aussi de mieux comprendre ces comportements d'entraide, et enfin bien sûr, je vous le disais, de
tenter de résoudre ces questions qui sont associées aux monocultures industrielles. Ça, c'est évidemment un endroit où il n'y a pas de biodiversité et cette zone qui ressemble à de la forêt n'en est pas. C'est des plantations d'eucalyptus, donc aussi monospécifiques. Et donc certes, ça améliore peut-être au niveau du climat la régulation et le stock de carbone, mais ce n'est pas ça qui aide la biodiversité. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez encore quelques questions à me poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était limpide, c'était clair, c'était très belle conférence. Alors on a du temps pour une période de questions. Comme d'habitude, il y a un micro de chaque côté de la salle. On vous demande vraiment de vous déplacer au micro et de ne pas crier vos questions, et si possible des questions assez courtes. Alors peut-être pour commencer, le temps que les gens s'installent, mais est-ce que vous êtes optimiste avec parce que vous avez des relations forcément avec le politique et l'Ouganda pour implanter tout ce que vous essayez de faire. Est-ce que ça bouge dans le bon sens ou est-ce qu'avec les conflits politiques et tout le chaos qu'on peut imaginer, ça va dans le mauvais sens? Alors, en Ouganda, en fait, on a la chance de travailler dans un pays relativement stable politiquement et qui fait en fait office un peu de tampon entre les différents pays où là, il y a beaucoup de conflits, que ce soit au Soudan, en RDC, au Kenya, etc. Et par rapport au projet qu'on a, donc d'essayer de faire une bande tampon de produits bio, on a vraiment un soutien du gouvernement, tant en tant que gouvernement autour de l'agriculture que l'Uganda Wildlife Authority, donc qui est ceux qui gèrent le parc. Donc en tout cas là sur le papier, avant que le projet ait commencé, on a un bon retour et on espère que ça puisse se concrétiser assez rapidement parce que c'est assez urgent, quoi. Et on voit les effets sur les chimpanzés, mais on imagine les effets sur les humains aussi. Une question de l'autre côté de la salle, monsieur? Merci. Deux questions. La première concernant les molécules que vous avez identifiées, de quelle façon est-ce qu'elles ont été développées pour interagir en fait sur les problématiques de malaria. Première question. Deuxième question, c'est que les chimpanzés qui vont chiffrer la capacité de la vie, voient la vie ou pas? Alors là, il y a un problème. Alors, ils sont vraiment... Ouais. Alors sur la première question, donc les molécules type saponosides qui sont extrêmement complexes ne peuvent pas être synthétisées et reproduites, mais par contre ça donne des bonnes informations sur certains groupements structurels, chimiques et l'activité qui peut être associée. Donc ça peut donner des modèles. On n'a pas de labos qui ont été intéressés par ces molécules-là. Sur les molécules à activité antipalud, les trichirubines, là on a eu des demandes de labos américains, mais en fait la molécule a été publiée. Donc on n'a pas forcément le retour et le suivi de ce qu'ils font potentiellement autour de ces plantes-là. Mais ils ont demandé à l'Ouganda d'avoir un approvisionnement en plantes, en trichilia, donc, pour pouvoir continuer des essais et essayer d'aller plus loin. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Sur l'aspect de la vision nocturne chez les chimpanzés, ils n'ont pas d'adaptation particulière. Une chose est sûre, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, on a beaucoup de mal à se déplacer dans le noir. Nos assistants ougandais réussissent très bien là où nous, on est à tâtons. Et surtout, ce qui me semble possible, c'est que les chimpanzés en fait, aient commencé par piller effectivement par les nuits de pleine lune, comme ce qui était décrit par les villageois, dans un milieu ouvert. Ils passent de la forêt qui est très sombre à un milieu qui est ouvert, les champs, et que petit à petit, en fait, ils aient appris à se déplacer dans la nuit. Voilà. Mais a priori, il n'y a pas d'adaptation particulière de la vision chez les chimpanzés. Très rapide, parce que je j'aimerais laisser la parole aux autres personnes. Donc, déjà 2, c'est plus que normalement c'est 1. Très rapide alors.
s'ils n'ont pas accès à la forêt, comment on fait pour accéder à la forêt? Malheureusement, il y a une érosion des savoirs et ceux qu'on a interrogés sont les plus âgés, les anciens. Et aujourd'hui, il y a une réorientation de la médecine traditionnelle vers des plantes qui sont plutôt des plantes de village, de jardin, qu'ils ont à côté de leur maison. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important que cette reconnexion se fasse et qu'on ait... Aujourd'hui, on essaye d'accompagner les locaux vers une réutilisation de la forêt. Et ça fait partie des projets qu'on a aussi. Merci, madame. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois pour la conférence fort intéressante. Je voulais savoir, dans ce que vous nous avez montré, l'essentiel de leur nourriture, c'est les plantes, mais ils peuvent aussi également manger un peu de viande. Est-ce qu'ils sont chasseurs ou c'est tout simplement par opportunité où ils trouvent des corps en décomposition? Comment ça fonctionne? Alors, ils ne font jamais de... Enfin, c'est toujours de la chasse en collaboration. En général, un chimpanzé n'arrive pas tout seul à chasser un colobe, donc un petit singe comme on a vu là. Donc en général, il y a un rabatteur, enfin un ou plusieurs rabatteurs, il y a des individus qui sont au sol, il y a un qui poursuit, etc. Et il n'y en a qu'un à la fin qui saisit la proie et qui la tue. Mais par contre, ensuite, ils vont partager entre eux. Et donc il va y avoir une quémande très importante, très insistante, et celui qui a la proie va donner des petits morceaux en fonction probablement des avantages qu'il y a à partager avec certains individus. Mais c'est jamais du charognage. On n'a jamais vu de chimpanzé récupérer des corps morts d'animaux qui auraient été présents. Merci. Et ensuite, ce n'est pas un comportement très fréquent. En tout cas, à Sébitoli, c'est vraiment quelque chose de très rare. Et par contre, il y a des communautés, donc par exemple celle de Ngogo, qui est voisine, qui est aussi dans le parc de Kibale, où là, il y a des très bons chasseurs et où il y a vraiment une chasse régulière. Donc ça aussi, ça semble être vraiment propre à des communautés et être en sorte comme une culture aussi. Merci. Monsieur. Bonsoir. Une petite information sur vous. Je vous ai entendu à Radio Canada ce matin à midi et 11. Oui. J'ai énormément apprécié toutes les déviations que vous avez apportées. Et pour les intéressés, on peut vous réentendre ce soir à minuit. J'ajouterai que beaucoup. La conférence de ce soir fait l'objet d'une captation vidéo. Donc toute la conférence va être intégralement sur notre site internet. Le temps de laisser à Giacomo de faire le montage minimal. Donc, d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Mais c'est effectivement une très belle entrevue ce matin. Madame. J'avais une question par rapport aux pesticides, en fait. Est-ce que vous avez remarqué d'autres malformations ou d'autres chercheurs, en fait, ont remarqué des malformations dans d'autres populations de chimpanzés ailleurs? Premier mot, parce que 25 %, c'est quand même énorme, là, comme dans la population que vous étudiez. Puis aussi, est-ce qu'il y a des malformations chez les enfants ou même chez les gens qui vivent dans ces champs-là? Parce qu'on a vu la photo, j'imagine que dépendre des pesticides à peu près pas protégés, c'est sûr que les agriculteurs sont d'autant plus en contact avec ces pesticides-là que les chimpanzés ou même les humains qui font juste manger du maïs ou quoi que ce soit. Alors, la première question autour d'autres cas décrits chez les chimpanzés, non. C'est la première fois qu'on décrit ce type de malformation. Il y a eu des cas rapportés sur des macaques japonais qui ont été nourris par des céréales apportées par les humains et où on a vu donc dans le groupe, au fur et à mesure des générations, des malformations qui étaient principalement des malformations des membres. Il y a un autre chimpanzé avec un bec de lièvre dans le parc, mais sinon il n'y a pas non plus de cas de bec de lièvre rapporté chez les grands singes. Probablement que souvent le bec de lièvre est associé à une fente palatine et que ça ne permet pas la survie des jeunes au moment où ils têtent.
Donc ce sont les premiers cas décrits. Par contre, donc, on a aussi vu des malformations chez les babouins, et c'est encore plus criant chez les babouins parce qu'ils ont une tête un peu comme des chiens, hein, avec un museau allongé, et on a certains individus qui ont les narines entre les deux yeux quand même, donc le bout du nez fermé et les narines complètement, soit il y a une seule narine, enfin vraiment des choses très étranges. Donc on n'observe pas aujourd'hui on n'a pas de cas rapportés chez les humains vivant à proximité de malformations faciales comme ça. Sarah, qui a travaillé avec moi, qui a fait son doctorat là, a par contre vu des enfants qui pouvaient avoir des troubles, genre un doigt en plus, ou des physionomies qui semblaient étonnantes. Et puis il y a pas mal de cas de retards mentaux. Mais tout ça, c'est extrêmement difficile à évaluer, non seulement parce qu'il n'y a pas de suivi de grossesse, vous vous en doutez bien, vu l'extrême pauvreté, que quand il y a des avortements, les femmes ne vont pas forcément à l'hôpital ou au dispensaire pour se faire recenser. Et ensuite, Sarah aussi, lors de sa dernière mission, a tenté d'aller dans les hôpitaux et les dispensaires pour avoir accès aux archives et savoir s'il y avait des cas de malformation de bébés à la naissance. Et c'est extrêmement difficile d'avoir accès. Donc, moi, je suis vétérinaire, mais je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas non plus la possibilité forcément de faire des prises de sang pour faire des évaluations de taux de pesticides, etc. Mais ça fait partie des questions qu'on se pose. Il faut savoir que la grosse différence, quand même, c'est que les chimpanzés mangent les tiges de maïs, qui apparemment semblent particulièrement riches en pesticides, ce qui n'est pas le cas des humains, bien sûr, que les humains cuisent le maïs, et ensuite qu'il y a potentiellement aussi une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que dans les années 70, la forêt a été coupée, exploitée, et que les exploitants forestiers ont utilisé l'agent orange, donc le fameux défoliant utilisé au Vietnam, qu'ils injectaient directement dans les troncs des espèces dont ils ne voulaient pas. Et ces espèces étaient des ficus, qui sont les aliments préférés des chimpanzés, dont les chimpanzés mangent aussi les écorces. Donc voilà, est-ce qu'il y a aussi un mélange de molécules? Est-ce qu'il peut y avoir un aspect génétique qui se surajoute à l'aspect environnemental? Je travaille donc avec des collègues du Muséum d'histoire naturelle qui sont plus spécialisés en endocrinologie, et on commence aussi à tester, à doser les hormones thyroïdiennes chez les chimpanzés, et on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes, qu'il y a vraiment des variations entre individus. Voilà, donc on n'en est qu'au début. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on n'a pas de facteurs confondants chez les chimpanzés comme chez les humains, que sont l'alcool ou le tabac. Ou quand on fait des études épidémiologiques, en fait, on se rend compte que oui, dans certaines zones, effectivement, où il y a beaucoup de pesticides, on a des retards mentaux, où on a des malformations, mais on n'arrive pas forcément à l'attribuer uniquement aux pesticides, parce que il y a aussi donc ces autres facteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci. De l'autre côté, madame. Bonsoir. Je dois dire que j'essaye d'éviter au maximum les médicaments. Voilà, et c'est vrai que je pense qu'on se tourne de plus en plus, mais je pense que c'est de façon générale dans notre société vers les remèdes plus naturels et plus traditionnels, parce que tout ça, ça fait peur. Les pesticides font peur, mais aussi les effets secondaires des médicaments. Après, je ne dis pas que je suivrai les remèdes traditionnels africains. En tout cas, en Ouganda, je suis rarement malade. Je ne sais pas si c'est juste la question du climat et du fait qu'on est très actif physiquement. Mais oui, je pense qu'on a oublié un peu les bienfaits des plantes et que toutes ces transformations amenées par les médecines occidentales n'ont pas forcément que des aspects positifs. Monsieur. Bonsoir. Le micro se lève en passant, pour ceux qui sont grands. Merci. Ma question est sur les pesticides. Vous avez fait des mesures sur le DDT. Mm-hmm. Est-ce que la présence du DDT est due à la demi-vie très longue, ou est-ce qu'on continue à épandre des stocks qui ne sont pas écoulés encore?
Donc théoriquement, l'usage du DDT est interdit à peu près dans tous les pays, sauf certains pays qui ont demandé de pouvoir l'utiliser à l'intérieur des maisons pour les moustiques et pour essayer d'éradiquer le paludisme. Donc c'est le cas en Ouganda. Mais il semble que la présence du DDT soit plutôt due à sa persistance et sa rémanence dans l'environnement. Il faudrait qu'on aille un peu plus loin au niveau des métabolites, donc les fameux DDE, les PP' DDE, etc. Et sur le ratio entre DDT et DDE, pour savoir si c'est plutôt un usage récent ou un usage passé. Et ça, mes collègues ougandais ont envie de creuser un peu cette question-là et de savoir si ça pourrait être juste l'usage encore à l'intérieur qui soit utilisé. Mais juste pour revenir sur votre question autour des stocks et des questions un peu bizarres là, de choses qui sont écoulées, l'imidaclopride, donc le gocho qu'on a trouvé dans le maïs, en fait, on l'a détecté parce que les villageois m'ont dit que le maïs qui marchait le mieux, entre guillemets, c'était du maïs rouge. Et ça m'a étonné qu'il y ait du maïs rouge en Afrique. Donc je suis allée dans la ville à côté acheter le fameux maïs et sur le sac, il y avait juste marqué hybride H520, Kenya Seeds et aucune mention du fait que le maïs était rouge et enrobé, donc a priori de quelque chose, ni même d'étiquette mentionnant qu'il y avait un risque soit de l'avaler, soit de le tripoter, etc. Donc on a fait analyser, des collègues de Lyon ont analysé les graines et on a trouvé que l'enrobage, c'était de l'imidaclopride. Donc quelque chose quand même qui est relativement dangereux quand on sait que les gamins manipulent sans arrêt, etc. Et surtout que sur le site même de Kenya Seeds, donc la marque qui vend ça, il y a bien marqué qu'il y a quelque chose autour du maïs, mais aucune mention du produit, ni même vraiment du risque à le manipuler. Voilà, donc difficile aussi de prévenir effectivement pour les humains les risques importants. Merci. On va prendre une dernière question, madame. Merci beaucoup et puis bonne chance pour les 5% qui restent. On est avec vous et voilà, donc on vous souhaite un très bon rétablissement. Et oui, les chimpanzés mangent des racines, des écorces de racines, etc. et aussi donc de la terre. Écoutez, il me reste à vous remercier, Madame Krief, pour cette conférence. Merci. Et merci à vous d'être venus.